Bonjour à tous et bienvenue sur Confidence. Aujourd'hui, on s'intéresse à une organisation hors du commun. Une organisation qui ne dort jamais, présente aux quatre coins d'Israël et même dans le monde. Le Magen David Adom. Et pour nous ouvrir les portes de cet univers, on a la chance de recevoir un homme qui connaît le Magen David Adom de l'intérieur, comme peu de gens peuvent le dire, Ilan Klein. Plus de 30 ans au sein de l'organisation. Ilan, bonjour. Comment s'est passé le 7 octobre ? Le 6h29, on se réveille avec une sirène. Ils entendent des terroristes qui parlent l'arabe et qui tirent dans leur maison. Une famille de brigands. Wow. On a 7 bénévoles actifs qui ont perdu leur vie le 7 octobre. 39 bénévoles et salariés qui ont perdu leur vie à 7h et quelques minutes. C'était Aaron Chaimov. Et on a vu son ambulance qui a été bien entendu détruite par les terroristes. Amit Man, la paramédic de Be'eri, elle était assassinée par les terroristes du Hamas. Est-ce qu'il y a déjà quelque chose de fou ou un appel un peu bizarre ? Dans un accident de route, un blessé assez grave, on a réussi à lui sauver la vie. Et quand j'étais voir, j'ai rencontré ses parents, ils m'ont dit il y a 20 ans, c'était toi, le secouriste qui a reçu ce bébé quand il est né. Je l'ai sauvé 2 fois. Bonjour à tous et bienvenue sur Confidence. Aujourd'hui, on s'intéresse à une organisation hors du commun. Une organisation qui ne dort jamais, présente aux quatre coins d'Israël et même dans le monde. Le Magen David Adom. Des ambulances qui roulent jour et nuit, des vies sauvées minute après minute, parfois dans des conditions les plus extrêmes. Le MDA, c'est ce battement de cœur invisible qui protège tout un pays. Et pour nous ouvrir les portes de cet univers, on a la chance de recevoir un homme qui connaît le Magen David Adom de l'intérieur, comme peu de gens peuvent le dire, Ilan Klein. Plus de 30 ans au sein de l'organisation. Il est passé par de très nombreux postes, il a tout vécu, tout traversé. Avec lui, on va découvrir les coulisses, les anecdotes, les moments qu'on ne raconte jamais, les histoires qui font vraiment le MDA. Et si vous aussi, vous avez une histoire à raconter, n'hésitez pas à nous contacter. Pensez également à vous abonner et à nous suivre sur toutes les plateformes pour ne manquer aucun épisode. En tout cas, je peux vous dire une chose. Vous risquez de découvrir des choses incroyables dans cet épisode. Derrière chaque sirène se cachent des hommes, se cachent des bénévoles. Et aujourd'hui, on va aller à la rencontre de l'un d'entre eux. 30 ans au Magen David Adom. Bienvenue sur Confidence. C'est parti. Ilan, bonjour. Bonjour. Je suis très très heureux de pouvoir t'accueillir ici dans les studios pour un nouvel épisode de Confidence. Parce que tu es une personne que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a quelques temps et je t'ai trouvé particulièrement passionnant et ton histoire est passionnante et ce que tu vis au quotidien est passionnant. Et donc ça me semblait important de pouvoir le partager et de le faire savoir à nos auditeurs. Donc en 2 mots, si tu peux nous présenter un petit peu, te présenter d'abord un petit peu et après te présenter au sein de Magen David Adom. Alors Ilan Klein, 47 ans, père de famille, 5 enfants. Et je crois que je suis au Magen David Adom depuis que je me rappelle. Ça fait longtemps. Une bonne partie de ta vie, plus de 30 ans, c'est ça ? Oui, j'ai commencé à l'âge de 15 ans, okay. En tant que jeune bénévole à Jérusalem. D'accord, alors comment ça se passe justement ? Comment t'es rentré au Magen David Adom ? On peut rentrer déjà quand on a 15 ans ? Oui, la base, on commence à 15 ans. Moi, c'est un ami qui m'a dit je vais faire une formation du Magen David Adom, viens avec moi. J'étais avec lui et on a commencé à l'âge de 15 ans le bénévolat dans les ambulances. Incroyable. Alors, juste avant de revenir peut-être plus en détail sur ton parcours et tout ce que tu as pu passer au sein du MDA. Alors déjà pour nos auditeurs, on risque de dire tout au long de l'émission MDA, donc c'est les initiales de Magen David Adom, ou en hébreu on parle de MADA aussi. Ça va toujours un peu plus vite que de dire Magen David Adom. Et je sais que chez Magen David Adom vous aimez la rapidité, donc tout à fait. donc c'est pas plus mal. Déjà, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur l'organisation en elle-même ? Qui elle est ? Quand elle a été fondée ? Par qui ? Qui est le président ? Qu'est-ce qu'elle fait au quotidien ? Oui, alors le Magen David Adom a été créé en 1930, avant la création de l'État d'Israël. C'était après les pogroms de 1929, ici dans les villes les communautés juives, ici en Israël. 1930, création. 1948, il y avait déjà plusieurs stations du Magen David Adom. Et 1950,
une loi a été votée à la Knesset, la loi du Magen David Adom. C'est la loi qui nous donne notre mission, qui nous donne les objectifs. Et selon cette loi, le Magen David Adom fonctionne. Donc il y a un statut et un rôle officiel de Magen David Adom en Israël. Tout à fait. Le Magen David Adom, c'est l'organisation nationale des urgences préhospitalières. Le Magen David Adom, selon la loi, c'est la Banque nationale du sang. Le Magen David Adom, selon la loi, est responsable des formations de la population pour les premiers secours. Le Magen David Adom représente l'État d'Israël à la Croix-Rouge internationale. D'accord, donc il y a tout à fait un aspect officiel. Qui est son président aujourd'hui ? Le directeur général du Magen David Adom depuis plusieurs années, c'est Eli Bin. C'est lui qui gère. Moi, j'ai connu aussi le Magen David Adom avant Eli. Je peux dire que depuis qu'il est là, il a tout changé. Des formations aux ambulances, au plan de préparation. Et si on était prêt dans ces dernières guerres, et on était prêt, c'est grâce à son travail et au travail des bénévoles et des équipes du Magen David Adom. Alors on va revenir effectivement sur cette tragédie du 7 octobre et la place que le Magen David Adom a pu avoir. Même aujourd'hui, on sait que au Liban, vous êtes pas présent au Liban, mais à la frontière. Et j'ai eu l'occasion de voir dans vos entrepôts et au centre à Ramleh, même on parlait de manot krav, de comment on appelle ça, de repas qui sont faits pour les combattants en réalité, pour les soldats, mais en fait vous êtes des soldats et vous êtes sur le qui-vive. Alors on va revenir sur tout ça un peu plus tard. Donc on revient maintenant sur ton parcours. Donc tu as dit que t'es rentré dans le Magen David Adom à 15 ans lors d'une formation par un ami et depuis donc t'as évolué, j'imagine t'as passé pas mal d'échelons. Raconte-nous un petit peu tout ça. Oui, alors 3 ans j'ai fait jeune bénévole. Après à l'âge de 18 ans on devient des bénévoles adultes qu'on peut faire la formation de Chovesh. En parallèle, bien Chovesh, entendu. secouriste. Chovesh, infirmier, oui. Okay. En parallèle, je suis parti et j'ai fait mon service militaire. Là-bas aussi, j'étais Chovesh. Et quand je suis revenu de l'armée, j'ai commencé le parcours chauffeur d'ambulance, paramédic. Paramédic, c'est un métier ici en Israël. Équivalent peut-être à un infirmier anesthésiste. J'étais instructeur de paramédic et depuis 15 ans, je suis dans les relations internationales, en parallèle, bien entendu, aux appels, aux gardes et au terrain. D'accord. Tu parles de paramédical, c'est quoi la différence ? Parce qu'en fait, en France, on ne connaît pas vraiment ce rôle-là que peut avoir le Magen David Adom dans la vie civile au quotidien. En général, les gens appellent les pompiers, le SAMU. Les pompiers font un peu tout en France. Ici, le service est quand même bien différent. C'est quoi un paramédical ? Est-ce que c'est pareil que si j'appelais un médecin qui peut venir, je sais pas moi, SOS médecin, ou bien non, ils sont spécialisés dans un domaine particulier ? Alors ici en Israël, ça se partage en 3. Le 100, la police. Le 101, le Magen David Adom. Le numéro 100, d'accord, pour oui. téléphoner, ok. Le 101, le Magen David Adom, et le 102, les pompiers. Les pompiers en Israël, ils font le feu, ils font les accidents de route, ils font pas le médical. D'accord. Le médical en Israël, c'est le Magen David Adom. Maintenant, le métier paramédic, c'est équivalent à un infirmier anesthésiste, et c'est peut-être un peu dans la façon américaine à gérer, mais dans l'ambulance de soins intensifs, l'ambulance médicalisée en Israël, l'ambulance jaune, on peut avoir un paramédic. Il n'y a pas de médecins dans les urgences préhospitalières, dans les unités mobiles de soins intensifs. Il y a les paramédics. Alors quand ils arrivent, c'est des professionnels de tout ce qui est la médecine d'urgence. D'accord, comme par exemple ? Réanimation, arrêt cardiaque, problème respiratoire, tout. Mais ils ne sont pas médecins pour autant ? Ils ne sont pas médecins, c'est des études de 2 ans avec beaucoup d'expérience de terrain. Ouais. Et dans cette totalité, ils arrivent avec toute l'expérience et bien entendu avec tout l'équipement qu'il y a dans l'ambulance de soins intensifs. Et ils sont là pour sauver des vies. Et pourquoi il n'y a pas, vous n'avez jamais proposé quelque chose de similaire aux Français ou à d'autres pays européens ? Alors oui, bien entendu, on partage beaucoup de notre savoir-faire avec d'autres pays et on a partagé aussi avec des Français. En France, c'est un peu plus compliqué. Ceux qui gèrent les ambulances de soins intensifs, c'est les médecins, c'est les hôpitaux. C'est plus intéressant pour les pompiers, mais je crois que aussi en France, avec les temps de réponse,
ça va commencer parce qu'on voit que le temps que ça leur prend à répondre, à arriver sur place et à gérer la situation, selon ce qu'on voit dans des régions, ça commence à rentrer. C'est une autre philosophie de faire. Nous, on est scoop and run, c'est sur l'américaine. Arriver, prendre le patient et filer vers l'hôpital. La France, c'est différent. Ils analysent, ils arrivent, ils traitent et après, ils vont évacuer vers l'hôpital. C'est deux façons différentes, mais je crois que les Français, petit à petit, vont commencer à avancer vers cette façon-là parce que pour les résultats, à la fin, c'est ce qui sauve des vies. Mmh. Alors, 30 ans, un peu plus, au Magen David Adom, qu'est-ce qui fait rester dans une institution, dans une organisation 30 ans? Tout le monde est capable de rester 30 ans là, dans la même activité. Non. T'en as fait en plus un métier, c'est ton activité au quotidien, c'est incroyable. C'est ça. Pourquoi? Je crois qu'à l'âge de 15 ans, et ça c'est peut-être mon histoire personnelle, malheureusement quelques mois après que j'ai commencé mon bénévolat, j'ai reçu des appels quand j'étais en garde pour des bus qui explosent. C'était la période en 95. En 95, il y avait le mois de mars là-bas, presque toutes les semaines à Jérusalem, des bus ont explosé. Et je crois que un gamin de 15 ans, quand il voit ça, ça le marque. Alors, je pouvais rentrer dans je pouvais être traumatisé. Mais je crois que les valeurs que j'ai vues là-bas, les héros que j'ai vus là-bas, qu'ils arrivent, qui font ce qu'il faut pour sauver des vies, alors ça m'a marqué quand j'étais jeune. Et depuis, cette valeur, c'est ce qui me garde ici, parce que tous les jours, quand je me réveille, je sais pourquoi je fais, je sais quels sont les résultats de ce que je fais, et j'adore ça. Waouh, c'est une approche typiquement à l'israélienne, hein. On ne fuit pas, on affronte la réalité, et 30 ans au sein même de Magen David Adom, donc j'imagine que tu as énormément vu de choses, d'histoires à nous raconter, on va y venir juste après. Je voulais qu'on puisse d'abord parler, puisqu'on est toujours dans la présentation un peu de Mada, les différentes actions. Alors moi j'ai été émerveillé quand je suis venu chez vous là-bas à Ramleh, un centre gigantesque, à la pointe de la technologie, ultra moderne, super grand aussi, et en fait ce qui m'a marqué, si tu veux, c'est que j'ai beau habiter en Israël depuis maintenant pas mal de temps, je pensais connaître le Magen David Adom, mais en fait, non. C'est-à-dire, il y a énormément de choses qu'on ne sait pas du Magen David Adom. On voit des ambulances, on voit des secouristes, mais on voit pas tout ce qu'il y a derrière. Donc, je voulais qu'on puisse en dire un petit mot. On va commencer d'abord, évidemment, parce que tout le monde connaît, à savoir les fameuses interventions. Donc, comment ça se passe? Combien de temps vous arrivez? Après, on va aussi donner quelques chiffres par la suite, mais déjà développer un petit peu cet aspect-là des interventions. Oui, alors pour les interventions, avant tout, il faut répondre très vite aux appels. Et le Magen David Adom, il répond très très vite aux appels, moyenne de 3-4 secondes pour recevoir un secouriste en ligne qui pourra aussi donner des instructions, mais en parallèle, il va envoyer l'ambulance et les premiers intervenants. C'est-à-dire qu'en fait, dès que la personne va téléphoner, déjà elle reçoit une première aide par téléphone. Tout à fait. Donc les gens qui répondent au téléphone sont des gens qui sont déjà formés médicalement. Oui, et c'est des gens de terrain qui ont vu les choses sur le terrain et qui comprennent spécifiquement la situation et ils peuvent donner, bien entendu, les instructions pour sauver des vies. D'accord, donc là, l'appel est reçu dans un moquet, dans un centre d'appel. C'était absolument fabuleux. J'ai vu les technologies qui étaient utilisées, incroyables. Je voudrais qu'on puisse y revenir juste après parce que c'est à la pointe de la technologie, tout ce qui est intelligence artificielle, etc., etc. Donc c'est vraiment fabuleux. La personne reçoit donc un appel, elle oriente le patient, entre guillemets, et en même temps, j'imagine, elle fait intervenir une ambulance qui vient sous combien de temps? Alors, elle fait intervenir tout le système. Et c'est important de préciser que c'est un système. C'est pas qu'une ambulance ou qu'un scooter, c'est un système. Ça veut dire que le système, dès qu'il est déclenché, il va envoyer le plus de réponses possibles. Ça veut dire, à la base, c'est l'ambulance, mais c'est les premiers intervenants avec les véhicules privés, c'est les premiers intervenants avec les véhicules rapides ou les scooters médicalisés. Et bien entendu, ça peut être l'ambulance de soins intensifs ou même un hélicoptère. Le Magen David Adom a aussi des hélicoptères. Tout ensemble, tout le système est mis à disposition d'un appel.
Incroyable. Donc tu parlais aussi de véhicules civils, c'est-à-dire comment c'est possible? Est-ce qu'il y a un véhicule civil, c'est quoi? C'est de secouristes qui sont dans leur activité au quotidien et qui doivent tout lâcher pour intervenir? C'est les premiers intervenants. Magen David Adom, on a 10 000 premiers intervenants, c'est 10 000 personnes avec les formations du Magen David Adom, avec les sacs de secours du Magen David Adom dans leur voiture privée, et ils sont géolocalisés. D'accord. Tout au long de la journée, ils sont géolocalisés. Ils ont quoi, un beeper sur eux? C'est une application sur leur téléphone, Ok. et dès qu'ils sont parmi les 5 personnes les plus proches de l'appel, ils vont recevoir cet appel et ils vont y aller. Ça veut dire qu'on peut arriver, et ça se passe tout le temps, quand la personne est encore au téléphone avec le standard du Magen David Adom, il y a déjà un représentant du Magen David Adom sur place. C'est ça ce qui est beau. Ça peut prendre 1 minute, 2 minutes. Le Magen David Adom est là parce qu'on a 10 000 personnes partout en Israël pour commencer le traitement, pour commencer à sauver des vies. Alors c'est quoi le temps moyen justement en général? Alors pour les premiers intervenants, notre objectif c'est jusqu'à 4 minutes et on réussit à atteindre cet objectif. Pour les ambulances, c'est 7 minutes et pour les ambulances de soins intensifs, c'est 10 minutes. Dans la totalité, quand on compare ça au niveau international, alors le Magen David Adom est très 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 avancé. Incroyable. Donc ça, on parle donc des interventions à travers, on a dit tout le pays, d'Elat jusqu'à Naharia. Partout, ça peut être dans les kibbutzim, à la Harava, partout, il y aura les secouristes du Magen David Adom. D'accord, et donc même aussi dans les coins les plus retranchés, vous avez quand même un temps d'intervention qui est de cet ordre-là aussi? Tout à fait. Alors ce qui se passe, c'est que quand on voit, et les statistiques nous disent, parce qu'on a un très grand data, quand on voit qu'il y a des lieux spécifiques qu'on n'est pas assez fort, automatiquement on ouvre des formations. Et ce qu'il y a de beau, c'est que Israël, c'est le Magen David Adom. Et le Magen David Adom, c'est Israël. Alors, toute la population est représentée. Dans chaque kibbutz, chaque village, chaque ville, il y a la représentation du Magen David Adom. Et les statistiques disent qu'on arrive à temps. Dès qu'il y a un problème, on trouve la solution, on forme les personnes dans ce village ou dans ce kibbutz pour pouvoir donner la réponse. Et alors, tu as dit tout Israël c'est Magen David Adom c'est Israël, mais en Israël aussi, on sait aussi que les territoires palestiniens sont très proches des villes ou des villages israéliens. Concrètement, pour parler d'un cas concret, on est sur une route, la Kvish Shishim, la route 60 par exemple, qui traverse les territoires palestiniens, où on a des installations juives d'un côté, on peut avoir des villages arabes de l'autre côté. Demain, il y a un accident avec, 4 Palestiniens qui sont dans la voiture. Est-ce que c'est le Magen David Adom qui intervient aussi? Alors, le Magen David Adom intervient partout où il y a des Israéliens. Sur la route Shishim, il y a bien entendu des Israéliens. Ça veut dire que dès qu'il y a un accident de route, il y aura là-bas le Magen David Adom. Après, la façon de gérer la situation sur place est différente. Si le blessé est israélien, alors dans tous les cas, ça sera le Magen David Adom qui va gérer la situation et qui va évacuer le blessé. Si c'est un blessé palestinien, alors ça dépend de son état. Si c'est un état léger, alors on va attendre une ambulance du Croissant Rouge palestinien pour l'évacuer. Mais si c'est un blessé grave, ça sera le Magen David Adom qui va le traiter, qui va lui sauver la vie et qui va l'évacuer vers l'hôpital. D'accord. Donc une intervention pour tout le monde. Et d'ailleurs, c'est l'occasion aussi peut-être de mentionner, puisque je l'ai vu aussi dans vos locaux, le Magen David Adom est lui-même composé de secouristes de tous bords. Bien entendu, ça fait partie de la population israélienne. Alors toute la population, juifs, laïcs, religieux, musulmans, chrétiens, tout le monde, tout ce qu'il y a en Israël, il y a au Magen David Adom. Et tout le monde participe, tout le monde sauve des vies. Bien entendu. Incroyable. Donc en fait, c'est aussi un exemple d'unité. On en a besoin aujourd'hui. Et le Magen David Adom représente ça aujourd'hui, puisqu'on montre que la société israélienne peut, oui, être unie. Tout à fait. Et dans les couloirs au Magen David Adom, on les rencontre tous les jours. Et il y a cette union, cette unité, c'est incroyable. Alors, dans le même ordre d'esprit, je sais que on a parlé aussi donc des activités de banque du sang. On voit à travers le pays des camions jaunes, si je dis pas de bêtises, qui sont ouverts devant des centres commerciaux, dans des points où il y a pas mal de passages. Et là-bas, les gens viennent et donnent de leur sang. Alors, est-ce que là aussi, il y a des critères? Déjà,
faut comprendre un petit peu c'est quoi cette banque de sang, qu'on comprenne un petit peu, et aussi est-ce qu'il y a des critères, comment ça se passe? Alors, comme on l'a dit, selon la loi israélienne, la loi du Magen David Adom, le Magen David Adom gère la Banque nationale du sang. La Banque nationale du sang en Israël, c'est une banque civile et militaire en parallèle. Il n'y a pas de banque différente pour les militaires. Ça veut dire qu'on va récolter du sang des civils et des militaires et on va distribuer le sang aux civils et aux militaires. C'est quoi les cas exactement? Ça veut dire quoi aux civils? Ça veut dire quoi aux militaires? Ça veut dire dans des civils, c'est les hôpitaux. Ils ont besoin de sang pour des opérations, ils ont besoin de sang pour des transfusions. Et ça doit être fourni rapidement? Et bien entendu, et chaque jour on fournit à tous les hôpitaux en Israël du sang. Et bien entendu, il y a des unités de l'armée qui ont besoin aussi du sang. Ça peut être l'unité Sheshesh-Teisha, l'unité de l'armée de l'air, ou d'autres unités qui ont besoin du sang. Ça sera le Magen David Adom qui va leur fournir du sang. Et bien entendu, pour avoir assez de sang dans le stock, il va falloir récolter partout dans le pays. Vous avez des objectifs pour ça? Oui, on ne parle pas trop des chiffres, parce que c'est des chiffres, c'est un peu stratégique, mais je peux dire qu'il y a une différence entre les chiffres quotidiens et les chiffres en temps de guerre. Au quotidien, en temps de guerre, on a besoin 3 fois plus de sang dans le stock qu'au quotidien. C'est la raison que dès qu'il y a un attentat, dès qu'une guerre commence, alors on fait appel à la population de venir donner du sang, parce que nous, on doit augmenter le stock de sang au niveau national. On doit changer le mode de fonctionnement pour pouvoir atteindre les objectifs que le ministère de la Santé nous donne pour le taux de sang dans des situations spécifiques. Et les gens en général se mobilisent aussi toujours plus pendant les guerres? Toujours. Ça peut être Simchat Torah, ça peut être Rosh Hashanah, ça peut être Yom Kippour. Dès que besoin, ça peut être bien entendu Shabbat. Dès que besoin, la population vient et donne le sang, parce qu'ils comprennent que le sang, c'est la vie. Alors comment ça se passe après? Le sang, vous le récoltez, il est traité, il est analysé, j'imagine? Tout à fait. Alors il y a les tests et il y a le traitement. C'est 2 process qui se font en parallèle chez nous dans la Banque nationale du sang. Et quand vous avez raconté ce que vous avez vu, il y a une chose qu'il faut peut-être mentionner, c'est que la Banque nationale du sang est souterrain et sécurisé. Ouais, alors, parce que... Ouais, c'est fou. Je voudrais qu'on parle juste après de ce qu'on a vu à Ramleh, mais c'est vrai que c'est incroyable. Tout est sécurisé, en souterrain. En fait, vous anticipez, parce qu'on va en parler, les prochaines guerres ou les prochaines catastrophes, c'est-à-dire on parle vraiment de tout est ultra sécurisé, vous avez un temps d'avance sur tout ce qui peut se passer. Oui, alors nous, tout ce qu'on a fait, c'est on apprend du passé pour construire le futur. Et nous, on essaie de se préparer pour la future guerre et pas être prêt pour la guerre qui est déjà passée. Et c'est la raison qu'on est sécurisé, c'est la raison que le bâtiment est préparé aux catastrophes naturelles et aux tremblements de terre. Et on peut continuer à fonctionner dans la banque du sang et faire les 2 processus qu'on a dit, les tests et la production de sang. On peut les faire en parallèle. Dans n'importe quelle situation. N'importe quelle situation. Alors, le sang est traité, il est analysé. J'imagine que le sang, il y a peut-être des sangs qui sont contaminés, malades ou quoi. Comment ça se passe à ce moment-là? On les met de côté et on contacte le donateur pour lui dire quel est le problème. Et la majorité du sang, ça fait 95% du sang qui n'a pas de problème, va arriver vers les hôpitaux ou vers l'armée. Et c'est important de dire que chaque unité de sang peut sauver 3 personnes. Alors, c'est important et il faut donner le sang. Et ça va en général, les gens... il y a suffisamment? En général, ça marche dans les périodes de vacances ou de fêtes. C'est plus compliqué. Et nous, on essaye de faire plus de campagnes, on essaye d'envoyer plus de véhicules à l'extérieur pour pouvoir récolter plus de sang. Alors j'imagine que là aussi, il n'y a pas de discrimination. C'est-à-dire que le sang est pris par
chez tout le monde, des juifs comme des arabes, etc. Et pris chez tout le monde et distribué à tout le monde, bien entendu. Incroyable. Donc ça, c'est pour ce qui est de la Banque du Sang. J'ai vu quelque chose d'assez fabuleux sur place aussi. J'ai vu un système un peu de... pour les Français, c'est un peu le système de Uber Eats. C'est ces livreurs qui viennent pour chercher des poches de sang. Donc ils ont, j'imagine, une sorte de bon de commande avec des instructions. Ils viennent chercher du sang pour les amener, j'imagine, dans les hôpitaux ou dans les bases militaires. Tout à fait. Alors chaque hôpital qui a besoin de sang nous fait la commande. Rapidement, on les prépare. Et après, il y aura des chauffeurs de l'hôpital qui vont arriver. Ils vont venir prendre. Ils ont des glacières. Ils prennent ça et ça arrive très, très vite vers les hôpitaux. Quand il y a des situations de crise, et on l'a vu le 7 octobre, alors ça sera des ambulances du Magen David Adom avec une sirène qui partent vers les hôpitaux pour pouvoir traiter et pour pouvoir donner la réponse comme il faut. Donc toujours dans la rapidité. Il y a un autre service assez étonnant que j'ai découvert et que les gens, je pense, ne connaissent pas forcément. C'est la banque du lait. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Oui, le lait maternel. Alors en Israël, ça a commencé avec un groupe de Facebook que des mamans ont échangé entre eux du lait maternel. C'est très important pour les bébés prématurés. C'est très important si la maman a des problèmes et ne peut pas allaiter. Ça a commencé avec un groupe de Facebook. Le ministère de la Santé a dit 2 minutes. Il faut superviser ça, il faut voir que tout le process se fait comme il faut, qui est testé, qui est pasteurisé, etc., etc. Ils ont fait la demande au Magen David Adom de monter ce projet. C'est un projet qu'on a monté et maintenant on distribue pour les hôpitaux et pour des mamans qui ne peuvent pas allaiter du lait maternel qui a passé tout le processus, qui a été testé, qui a été pasteurisé et qui est bien pour les bébés, les néonates, les prématurés. Et ça se maintient, ça se conserve ? Ça se conserve. Ça se conserve, c'est des congélateurs de moins 30 degrés. Et on a des très grands congélateurs comme ça à Ramleh dans la banque du sang pour pouvoir avoir la réponse pour tous les besoins en Israël. Incroyable. Toujours dans les différentes actions du Magen David Adom, je pense que là, pour le coup, on vous voit sur les télévisions du monde, puisque on sait qu'Israël se porte toujours les premiers volontaires à intervenir en cas de catastrophe naturelle un peu partout dans le monde, tremblements de terre, etc., etc. C'est quoi les derniers cas où vous avez été? En fait, j'imagine que vous avez été dans des coins les plus retranchés dans le monde. Oui, bien entendu. Alors, on était un peu partout. On était dans l'Est au tsunami en 2006. On était en 2010. Moi, personnellement aussi, j'étais en 2010 en Haïti. En 2015 en Népal. On était en 2017 en Turquie. Et partout où il y a besoin, on se propose. Après, ça sera au pays qui doit nous recevoir d'accepter cette proposition. Ce que je peux dire sur cette situation à l'international, c'est que le Magen David Adom est très rapide, pas que ici en Israël, même à l'international. Même à l'international. Et donc, en l'occurrence, si on prend l'exemple par exemple d'Haïti, j'ai entendu une anecdote assez incroyable. Les gens sont tellement reconnaissants du travail que vous faites sur place que certains donnent les noms des secouristes à leurs enfants. Donc en fait, on se retrouve avec une génération, c'est ça qui... Oui, alors je suis sûr. J'étais là-bas au Népal. On a dû recevoir beaucoup d'accouchements là-bas sur place. Et on a entendu des mamans, ils nous ont demandé qui, quoi et comment. Alors je crois qu'il y a là-bas beaucoup de David. Alors, on avait dans l'équipe aussi des David, mais pas que ça. C'est le Magen David Adom. Alors, il y a des David en Haïti qu'ils ont maintenant, si c'était en 2010, alors ils ont maintenant 16 ans. Incroyable. Et comment réagissent les gens, justement, quand ils voient arriver des juifs? Vous intervenez, j'imagine, des fois, pour certains, avec la kippa, etc. On voit une Magen David Adom. Enfin, on voit une Magen David sur les uniformes, etc. Comment les gens réagissent? Est-ce que des fois, vous êtes des fois aussi dans des pays un peu hostiles, où les gens peuvent... Des fois, ils ont des appréhensions aussi, des clichés, des préjugés? Non, je crois que quand il s'agit de sauvetage de vie, c'est très facile. On est la partie qui aide, ils sont reconnaissants et ils comprennent que sans nous,
la situation était différente. Et je crois que ce qu'on fait ici en Israël, mais sur l'international, on fait la différence. Et pour eux, ça change tout. Absolument. Incroyable. Donc ils sont reconnaissants, ils vous accueillent, j'imagine, les bras grands ouverts, et surtout après votre opération, après ce que vous avez pu faire, ils sont encore plus émerveillés. Et ils gardent aussi le contact. Incroyable, incroyable, c'est peut-être le plus important. Le centre de Ramleh, des centres comme ça. Donc on a dit, c'est des centres qui sont gigantesques, un temps d'avance, avec un centre d'appel ultra technologique. Est-ce que déjà il y en a d'autres comme ça dans le pays ? Alors ça, c'est le premier centre à ce niveau-là. Mais parce qu'on a compris l'importance, alors maintenant, on a commencé à construire le futur centre, le futur standard, centre d'opération, quartier général, école de paramédics. C'est en construction, c'est un très grand projet. Et ça sera à côté du centre de Ramleh, à côté de la Banque du Sang et le centre logistique. Alors d'ailleurs, Ramleh, pourquoi ? Parce que c'est géographiquement stratégique. Tout à fait. À côté de On tout. a la route numéro 1, numéro 4, numéro 6, l'aéroport Ben Gurion. On est au centre du centre, pas loin de Jérusalem, pas loin de Tel Aviv. Et on peut arriver partout en Israël très vite. Aéroport Ben Gurion, j'en profite pour savoir comment ça se passe, s'il y a un incident sur place. Alors, bien entendu, dès qu'il y a un problème à Ben Gurion, ça sera le Magen David Adom responsable des secours. On a dans le centre national un téléphone spécifique avec l'aéroport que dès qu'il y a une alerte, ils savent nous la transférer. Et nous, en 40 minutes, on doit mettre sur place 80 ambulances. Et en 1h20, on doit arriver à 160 ambulances. Ça veut dire qu'on doit être prêt sur le terrain pour un jumbo qui a un problème, qui s'écrase, pour arriver et pour traiter des centaines de blessés. Incroyable. Incroyable. Alors, par rapport à ce centre de Ramleh, je voudrais qu'on vienne d'abord sur le Moked, ce fameux centre d'appel. On aura quelques images. C'est des centaines d'écrans devant chaque opérateur. Comment ça fonctionne exactement ? Alors, je crois que ce qu'il y a de le plus important dans ce centre d'appel, centre d'opération, c'est le logiciel. C'est un logiciel qui a été développé à 100% au Magen David Adom, avec les 70 développeurs du Magen David Adom qui sont là sur place. Et chaque fois, ils améliorent le logiciel. Et ce logiciel-là, on a pris la décision de le développer en 2007, après la deuxième guerre du Liban. On a compris que sur les terrains, on est très fort. Il y a beaucoup de réponses, mais du point de vue de gestion, on a besoin de quelque chose qui nous renforce. Alors, on a développé un logiciel que depuis, il continue à se développer tous les jours. Et ce logiciel-là, il gère la structure au niveau national. Ça veut dire tout ce qui se passe au niveau national. Ambulance, scooter médicalisé, premier intervenant, défibrillateur, la personne qui appelle. Tout est géolocalisé et on met la technologie au service de la vie. Avec ça, on peut arriver et répondre le plus vite possible. Donc en fait, on a des plans avec la personne qui a téléphoné qui est localisée et ensuite on essaie de repérer quels sont ça sera le système qui va repérer automatiquement. C'est ça. C'est nous qu'on supervise. Avec quand même quelque chose que j'ai noté et que j'ai trouvé absolument incroyable, c'est encore une fois l'utilisation de la data avec l'intelligence artificielle, de pouvoir savoir dans une période précédente qu'est-ce qui a pu avoir dans ce secteur-là et du coup anticiper, se dire voilà, à telle date, on a eu tel événement, se tenir prêt que peut-être aujourd'hui, c'est la même date, on peut avoir un événement similaire. Oui, alors depuis 2007, on a le data. Et quand je dis le data, il s'agit de 4 millions d'appels par an, il s'agit de 1,5 million d'interventions. C'est du très grand data, ça fait presque 20 ans de data. Alors avec le big data, on peut se préparer, on peut comprendre ce qui va se passer. C'est la prédiction. Oui, c'est la statistique. Et avec cette statistique-là, on peut faire avancer des véhicules, on peut faire avancer des intervenants sur place pour se préparer. Avant même qu'un événement ait lieu. Tout à fait. Incroyable. Il y a combien de Mokdim comme ça, de centres d'appel en Israël ? On a 11 centres d'appel, 10 centres régionaux et un centre national qui gère tout le pays. Alors quand une personne elle appelle et qu'elle est à Jérusalem, est-ce qu'elle
on sait au moment de son appel, on sait qu'elle est à Jérusalem ou bien elle doit d'abord indiquer la ville dans laquelle elle est. Alors, Dans laquelle elle est. on sait, s'il y a un problème de téléphone, etc., alors on peut poser la question. Mais pour nous, pas importe où est la personne, parce que la personne qui reçoit l'appel, il peut la recevoir, il peut s'asseoir à Jérusalem ou à Haïfa, il va recevoir la même appel et dès qu'on comprend la situation sur place et on a l'adresse, bam, l'ambulance, les premiers intervenants, tout sera déclenché. D'accord. Et on a dit, donc comme tout à l'heure, on l'a dit, des opérateurs sont eux-mêmes formés. C'est eux-mêmes des paramédics, C'est non? ou des chovesh ou des paramédics. D'accord. Donc ils ont déjà un minimum de savoir et de connaissances. Savoir et expérience de terrain. Expérience pour pouvoir donner les instructions et sauver des vies. Ça arrive souvent comme ça, on peut sauver des vies par téléphone? Oui, bien entendu. Récemment, on avait un appel de quelqu'un qui nous a dit, écoutez, je suis ici au milieu de la rue et quelqu'un a fait un arrêt cardiaque. La personne a commencé à lui expliquer comment faire un massage cardiaque et a pu géolocaliser pas loin de là-bas un défibrillateur. Il a envoyé une personne vers le défibrillateur et le choc électrique a été donné avant que les secouristes soient arrivés sur place. Incroyable. Et ça, c'est grâce à la technologie. Donc en fait, il y a aussi donc des défibrillateurs dans les centres, dans des points, on va dire de fréquentation publique, synagogue, partout en Israël, on a des dizaines de milliers de défibrillateurs géolocalisés dans notre système. On peut facilement les activer pour sauver des vies. Alors c'est aussi intéressant, peut-être c'est l'occasion de pouvoir lancer un message aux habitants et de leur dire, quand vous allez dans un endroit public, repérez toujours où peut y avoir un défibrillateur parce qu'un jour ça peut vous rendre service. Pas nécessaire, parce que ce qu'il faut dire aux gens, dès qu'il y a quelque chose, appelez le 101, appelez le Magen David Adom. Et nous, tout est dans le système, tout est géolocalisé. On va vous dire ce qu'il y a de proche à vous et qu'est-ce que vous devez faire. Incroyable. Par rapport à toujours ce centre de Ramleh, donc on a dit ultra moderne, ultra sécurisé. On a parlé tout à l'heure de plusieurs étages sous terre. On est plusieurs étages sous terre pour se protéger, j'imagine, de certaines bombes ou de certaines attaques. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en matière de sécurité ? Alors on ne peut pas tout partager, mais on peut dire que le coffre-fort du sang est sécurisé dans la plus haute sécurité connue au monde. Et c'est parce que c'est le stock de sang, c'est quelque chose de stratégique pour l'État d'Israël. Et comme dans une banque, il y a le coffre-fort, nous on a un coffre-fort pour le sang, et c'est là-bas qu'on garde le sang pour donner la réponse à toute catastrophe ici en Israël. Donc en fait, même quand il y a une attaque, comme on a connu il n'y a pas si longtemps, les attaques de l'Iran avec des missiles balistiques qui sont capables de détruire plusieurs bâtiments en même temps, vous continuez à exercer, mais de façon sécurisée. J'imagine que le Moked, le centre d'appel, est lui aussi sécurisé. Tout à fait. Tout est sécurisé, tout continue à fonctionner. Et on a vu, on a compris, moi jamais j'ai compris pourquoi ils se préparent comme ça. J'ai dit, bon, il ne faut pas aller si loin. Et je crois que les gens des opérations comprennent très bien ce qui va se passer dans le futur. Et c'est la raison aussi que le prochain bâtiment qu'on monte maintenant sera très grand, très sécurisé, parce qu'il faut se préparer pour la future guerre. Et il faut donner des réponses. Et la réponse peut être pour la population, peut être pour la police, les pompiers, pour l'armée. Il faut donner une bonne réponse pour l'État d'Israël pour gérer des situations de crise. Donc là, en fait, vous avez pu apprendre des expériences bonnes et mauvaises des guerres passées pour justement vous préparer pour les suivantes. Et pour s'améliorer, tout à fait. Incroyable. Comment s'est passé le 7 octobre ? Alors, comme tout le monde, le 6h29, on se réveille avec une sirène. Moi, en 10 minutes, un quart d'heure, j'étais déjà dans le standard national, qui n'était pas encore sécurisé comme celui-ci à Ramleh. Et on a commencé à gérer la situation. Combien d'appels ? Il y avait plusieurs milliers d'appels. Et c'était des appels différents. Parce que c'est des appels de gens qui sont dans le mamad et ils entendent
des terroristes qui parlent l'arabe et qui tirent dans leur maison. Je me rappelle spécifiquement, moi j'ai parlé avec une famille de brigands qui nous a dit ils sont là et ils tirent. Oh là là. Et on devait donner les réponses. Et dans un cauchemar comme ça, il n'y a pas toujours les bonnes réponses. Alors ce qu'on a fait, c'est premièrement, à 6h40, on a envoyé des centaines d'ambulances vers le sud. On a décidé que la guerre de matin, qui commence à 7h du matin, commence la garde en parallèle à la garde de nuit. Ça veut dire qu'on a doublé notre capacité. On a décidé, ça c'est Eli Bin, le directeur général, a décidé d'envoyer les ambulances blindées qu'on avait en Israël. Et il ne faut pas oublier que pour nous, tout ce jour-là, on a pensé aussi au nord. Parce que les renseignements qu'on avait, Ça devait exploser. c'est que même si ça n'a pas explosé encore, ça va exploser dans le nord. Alors on devait équilibrer. Et je crois qu'on a sauvé beaucoup de vies grâce aux bénévoles. Les bénévoles qui étaient dans les kibbutzim, les bénévoles qui sont partis vers le sud. Malheureusement, Ils ont mis leur vie en danger. plus clairement. que ça, ils ont perdu leur vie. Wow. On a 7 bénévoles actifs qui ont perdu leur vie le 7 octobre. Dans la totalité de cette guerre, on a 39 bénévoles et salariés qui ont perdu leur vie, si c'est dans des attentats, si c'est au service militaire. Mais le 7 octobre, on avait 7 bénévoles qui ont perdu leur vie. À 7h et quelques minutes, c'était Aaron Chaimov qui est sorti de sa maison à Ofakim avec une ambulance vers le carrefour de Reim. Et on a vu dans les systèmes, il a dit, écoutez, ce n'est pas des roquettes, c'est des terroristes. On n'a plus entendu parler. Et on a vu son ambulance qui a été bien entendu détruite par les terroristes. C'était Amit Man, la paramédic de Be'eri, qui pouvait le matin partir avec son copain vers la station d'Ofakim pour sauver là-bas des vies. Mais elle a décidé, non, moi je vais sauver des vies à Be'eri. Et on était en contact avec elle tout au long de la matinée pour coordonner l'évacuation, pour l'encourager, parce qu'il n'y avait pas beaucoup à faire. Et malheureusement, quand on était avec elle au téléphone à 2h de l'après-midi, elle était abattue, elle était assassinée par les terroristes du Hamas. Ouais, ça devait pas être la journée la plus facile pour le Magen. Mais vous avez su comment ça se passait sur place? Est-ce que vous avez été débordé ou non? Vous avez su gérer la situation avec les difficultés auxquelles on a été confrontés? Alors, il faut dire que le Magen David Adom, très tôt le matin, a compris la situation. Et on a fait tout ce qu'il fallait pour envoyer tout ce qu'il faut vers le sud, et plus que ça, pour informer la police et l'armée de la situation. Maintenant, il y a des régions qu'on ne pouvait pas rentrer. Après qu'on a perdu des secouristes sur la route 232, alors on n'a plus laissé des ambulances entrer. Alors comment on va évacuer? On a dit aux blessés de venir vers nous. Et on a ouvert plusieurs postes d'ambulances pour recevoir les blessés du Nova, les blessés de Kibbutzim. Et on est rentré avec les ambulances blindées et on est rentré avec l'hélicoptère. L'hélicoptère a pu travailler jusqu'à l'après-midi. Et l'après-midi, une roquette a aussi touché l'hélicoptère quand il était basé à l'hôpital d'Ashkelon. Lui aussi a été touché. Et on a continué, bien entendu, plus tard avec les autres hélicoptères du Magen David Adom. Eh bien, je voudrais qu'on puisse dire un mot sur les formations. On passe un peu du coq à l'âne, mais ça fait partie des actions du Magen David Adom. Les formations, vous êtes en perpétuelle formation, vous formez tout le temps, les jeunes, les moins jeunes, comment ça se passe? Oui, le Magen David Adom forme 500 000 personnes par an. Quel niveau? Ça commence avec des formations de 4 heures de premier secours et jusqu'à former des médecins pour des formations de traumatologie ou de cardiologie.
Tout ça, ça se passe dans toutes les stations du Magen David Adom autour du pays et bien entendu dans le centre de formation qu'on a à Ramleh. J'ai vu qu'il y avait justement dans le cadre de ces formations des simulations. C'est incroyable, c'est une technologie incroyable avec des fonds verts et des fausses ambulances qui projettent les secouristes en formation dans les situations les plus réelles. Oui, nous on a compris que pour avoir des bons secouristes qui peuvent donner la bonne réponse, il faut bien les former et il faut les mettre en situation réelle. Et c'est la raison qu'on a plusieurs centres de simulation en Israël pour former. C'est les formations médicales, mais pas que, c'est aussi les formations de chauffeurs. Parce qu'un chauffeur d'ambulance doit se concentrer sur la route, mais en parallèle, il a un patient. En parallèle, il a la radio avec le standard, le centre téléphonique, et il a le tablette qui doit aussi tout gérer en parallèle. Donc, et tout c'est ça, la raison qu'on doit former différemment nos chauffeurs d'ambulance pour garder leur vie et garder la vie de la population. Vous connaissez au Magen David Adom des cas d'accidents pendant les interventions? Oui, malheureusement, il y en a. Pas beaucoup. Et ça aussi, on travaille beaucoup sur l'éducation. L'éducation des secouristes, de faire attention, la chose la plus facile. Comment ils descendent de l'ambulance? Parce que ça peut être un jeune de 15 ans qui veut aller aider, il ouvre la porte, mais il y a une moto qui vient et qui peut le blesser. Alors on fait le nécessaire pour les former et pour diminuer le nombre d'accidents qu'on a dans les interventions. Après, il faut dire qu'une partie des problèmes qu'on a dans les interventions, c'est des problèmes sécuritaires. C'est la raison que dans toutes les ambulances du Magen David Adom, on a des gilets pare-balles, on a des casques et bien entendu, on a les ambulances blindées. Donc bien équipé. Ilan, si tu le veux bien, je voudrais qu'on puisse donner quelques chiffres. C'est pas une interrogation, mais j'imagine que tu as déjà toutes les réponses. C'est des questions que les gens se posent. Si je te dis le nombre de bénévoles et salariés au MADA aujourd'hui. Alors, bénévoles, il y a 35 000 bénévoles. Salariés, il y a 38 500 bénévoles et salariés. Véhicules d'urgence. On a 200 ambulances et ambulances de soins intensifs. On a plus que 600 scooters et motos médicalisés. On a encore 300 véhicules de réponse rapide. Dans la totalité, il s'agit de plus que 3000 véhicules au Magen David Adom pour sauver des vies. Je vous avais dit, il connaît tout, Ilan. Il connaît tous les chiffres. L'appel d'urgence, donc on a dit c'est le numéro, c'est le 101. 101. Combien on a d'appels en moyenne par jour? Alors, c'est 6000 appels par jour. Et il s'agit, on peut arriver à 4 millions d'appels. Il faut dire que pendant le corona, il y avait beaucoup plus. On est arrivé à quelques dizaines de milliers d'appels par jour. Le total, le plus haut nombre d'appels qu'on a reçus, c'était 82 000 appels. C'était une journée de corona. Que le Magen David Adom a répondu à 82 000 appels. Incroyable. Et donc ça fait à peu près, sur une journée classique, c'est un appel toutes les quelques secondes, quoi. Tout à fait. Poche de sang. Poche de sang. Alors, on récolte 300 000 unités de sang par an. Et c'est un grand challenge. C'est un challenge parce qu'on doit tout le temps continuer à récolter. Et ça vient que des donateurs. C'est pas qu'on peut payer quelqu'un, c'est pas qu'on donne quelque chose. C'est la personne veut donner de lui-même, il vient, il donne le sang. Ok, magnifique, imbattable sur les chiffres, bravo. J'imagine que dans ton expérience, des histoires, tu dois en avoir pas mal. Si je devais te demander une histoire, on va dire la plus folle, la plus loufoque que tu aies pu avoir toi ou éventuellement un collègue. Alors, il y en a pour moi, c'est des milliers. Mais toujours, on peut dire que quand il y a des accouchements qui marchent comme il faut, sont des problèmes, alors c'est toujours très joyeux. Est-ce qu'il y a déjà quelque chose de fou ou un appel un peu bizarre? Il y en a sans arrêt. Mais moi, j'ai déjà traité dans un accident de route un blessé assez grave
que quand c'est des blessés graves, alors on suit, on regarde, pour voir ce qui s'est passé avec. On a réussi à lui sauver la vie. Et quand j'étais voir, j'ai rencontré ses parents. Ils m'ont dit, il y a 20 ans, c'était toi que le secouriste qui a reçu ce bébé quand il est né. Donc alors, en fait, je l'ai sauvé 2 fois. 2 fois, waouh. 2 fois. Alors donc ça, c'est peut-être... Tu as fait l'accouchement et après tu l'as sauvé d'un accident de voiture. Tout à fait. Incroyable. Alors ça, c'est une histoire. Et sinon, quand il y a des proches, ça, je crois, c'est les choses les plus compliquées. Quand il y a un père d'un ami très proche, que j'ai dû faire une réanimation, on a réussi à le sauver. Alors, vous pouvez comprendre que c'est un ami pour la vie, c'est pas quelque chose... Avec une infinie reconnaissance, j'imagine. Je voudrais qu'on parle aussi d'un sujet que tout le monde se pose, une question que tout le monde se pose par rapport au Magen David Adom, c'est le financement. On sait que vous travaillez beaucoup avec les dons, les legs. Est-ce que déjà il y a une partie qui est financée par l'État ? Est-ce que, comme on a dit tout à l'heure, c'était une institution qui était reconnue officiellement par l'État ? Et j'imagine que l'État prend en charge une partie de vos activités. Comment ça se passe ? Alors, le Magen David Adom n'est pas subventionné par l'État d'Israël. Ça veut dire que dans le budget annuel de l'État d'Israël, il n'y a pas une ligne Magen David Adom. Ah ouais. Le Magen David Adom vend ses services. Ils vendent ce service, la majorité, pour les coupot trolim, les caisses de maladie. Ok, c'est eux qui demandent le plus de services possible parce que chaque personne qui a besoin d'une ambulance, ok, la facture ne sera pas envoyée vers la personne, la facture sera envoyée vers sa coupa trolim. Maintenant, selon la décision de la coupa trolim, ils vont décider s'ils prennent en charge ou ils vont transférer ça chez le patient. Alors ça, c'est le global system pour faire entrer l'argent dans l'organisation. Mais donc il n'y a pas de subvention de l'État ? Il n'y a pas de subvention, il y a de l'achat de services. Mais pour toutes les ambulances, tous les véhicules du Magen David Adom, okay, toutes les stations, okay, une grande partie de l'équipement médical, ça vient de dons, ça vient de legs. Tout ça, ça vient de l'extérieur du système. Ça veut dire que pour continuer les interventions, on peut continuer avec ce qu'on va faire payer l'État, la coupa trolim, etc. Mais pour changer l'ambulance, ça sera un donateur. Les donateurs viennent de partout. C'est des donateurs ici en Israël, c'est des donateurs à l'étranger, c'est des donateurs qui comprennent l'importance du Magen David Adom et ils vont faire les dons. Donc d'ailleurs, il y a quelque chose d'extraordinaire qu'on voit, c'est que chaque ambulance, ou quasiment oui, toutes les ambulances, elles ont une plaque, elles sont dédicacées à la mémoire de quelqu'un ou pour la réussite d'une famille. Il n'y a pas d'ambulance au Magen David Adom qui n'est pas achetée par un donateur. Il n'y a pas une station au Magen David Adom qui n'est pas construite par un donateur. Il n'y a pas une grande partie de l'équipement médical par des donateurs. Ce que ça veut dire, c'est que c'est comme les donateurs de sang. Et c'est la même logique avec les bénévoles. C'est tout la même logique, c'est tout le même ADN. Le donateur de sang et le bénévole, tout ça pour sauver des vies. Et le Magen David Adom, c'est la structure. Combien faut compter pour une ambulance ? Une ambulance, c'est 110 000 euros l'ambulance standard et 160 000 euros pour une ambulance de soins intensifs. Et comment ça se passe une fois que on a une famille qui voudrait, donc elle se cotise, j'imagine, entre eux, dans la famille, ils voudraient offrir une ambulance, comment ça se passe ? Alors on a des sociétés d'amis partout dans le monde qui sont en contact avec nos donateurs. Il faut faire appel à la société d'amis, il y a des sites internet, il y a des téléphones, et c'est là-bas qu'ils font des dons. Et avec ces dons-là, ils vont acheter selon la demande, et bien entendu, nous on s'engage pour la mettre en place, pour mettre la dédicace, pour la cérémonie. Et plus que ça, chaque année, on envoie un compte rendu de ce que cette ambulance a sauvé. Incroyable. Ça, c'est des gens qui ont conscience que leur don doit passer pour sauver des vies. Donc, ils financent comme ça une ambulance. Ils peuvent, j'imagine, financer d'autres objets, des sacs d'intervention, etc. Des défibrillateurs. Défibrillateurs, sacs d'intervention, tout l'équipement médical du Magen David Adom et bien entendu les stations du Magen David Adom. Il s'agit de 200 stations
partout dans le pays. Alors, il y a des petites stations de 2 chambres pour repos aux équipes. Et il y a les stations régionales, que c'est des grands bâtiments pour pouvoir donner la réponse au niveau régional. Sans les dons, Magen David Adom ne peut plus exister, on est d'accord? Je crois que sans les dons, Magen David Adom ne pourra plus se développer. Et la raison qu'on est prêt pour les grandes attaques, la raison qu'on est prêt pour les guerres, la raison qu'on peut mettre en place tout ce système, c'est grâce à ces dons. Est-ce qu'il y a un projet aujourd'hui urgent sur lequel Magen David Adom voudrait développer? Besoin de fonds peut-être? Alors, on essaye on a ouvert des nouvelles unités de premiers intervenants dans les municipalités. Parce qu'on a compris, le Magen David Adom gère 35 000 bénévoles. Mais après, si chaque maire dans la municipalité pourra gérer aussi ses équipes, alors ça fera une grande différence. C'est ce qu'on a appris après le 7 octobre, c'est ce qu'on a appris après la guerre de l'Iran. Alors nous, on veut équiper encore des dizaines de milliers de secouristes avec de l'équipement médical. Encore, on continue à renforcer nos stations. Il y a maintenant une station à Akko qui a été construite en 86. C'est le temps pour la rénover et bien entendu lui construire des mamades et des miklats pour protéger mieux les secouristes. Alors, on continue à développer les stations, on continue à mettre des abris un peu partout dans toutes les stations et bien entendu, l'équipement médical, c'est nécessaire. Donc, il y a toujours des projets à financer. Tout à fait. On parle du leg. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que concrètement, comment ça se passe? Quelqu'un qui voudrait léguer, qu'est-ce qu'il peut léguer? Combien? Pourquoi? Comment? Alors, je crois que ce grand bâtiment de Ramleh qu'on a parlé, c'est un exemple de ce que les legs peuvent faire. Il y a des legs de partout du monde, de l'Amérique, de la France, de la Suisse, partout du monde, des gens ont légué pour le Magen David Adom. Et c'est très simple. Contactez les sociétés d'amis. S'il y a possibilité de faire le leg local, faites le leg dans les sociétés d'amis. Il y a des pays que ça ne peut pas marcher. C'est quoi concrètement les sociétés d'amis? Ça veut dire quoi? Sociétés, c'est des associations autour du monde que leur objectif, c'est soutenir le Magen David Adom en Israël. Par exemple, le MDA France. Le MDA France, c'est une société d'amis qui a été créée en 1948. Et depuis... Une association en fait? Tout à fait. D'accord, ok. Une association que depuis 1948 est là pour soutenir le Magen David Adom. D'accord. Et donc ça permet de pouvoir recevoir les reçus fiscaux, les CERFA, etc. Tout à fait. Et bien entendu, pour les legs, quand les sociétés peuvent les recevoir, ils reçoivent les legs et ils les envoient vers nous. Et c'est comme ça qu'on peut faire des projets géants comme le centre à Ramleh. Alors j'ai entendu, il y a des campagnes de pub qui tournent même sur les télévisions françaises et des gens qui sont sensibles, même des fois des non-juifs, qui sont sensibles et qui veulent soutenir. Ça arrive régulièrement? Moi, ça ne me surprit pas parce que même les non-juifs veulent sauver des vies. Alors, le sauvetage de vie, c'est commun pour tout le monde. Et nous, on a un système qui fonctionne et il fonctionne bien pour pouvoir canaliser toute cette gentillesse vers des projets concrets. Et ça, c'est ce qu'il y a de beau au Magen David Adom, que chaque sou, chaque dollar, chaque euro va être concret et va arriver à sa destination. Si tu devais convaincre aujourd'hui quelqu'un qui nous regarde ici, si tu veux le regarder dans la caméra et le convaincre de pouvoir peut-être faire un don, participer, léguer quelque chose, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, ça fait déjà 96 ans que le Magen David Adom sauve des vies en Israël et à l'étranger. Et il est temps de venir vers le Magen David Adom pour pouvoir nous aider à sauver des vies. Je vais poser quelques questions. On va passer dans la rubrique maintenant Confidence, comme le nom de cette émission. Des questions où j'ai besoin de ta plus grande franchise en un mot. T'es prêt? Allez. Le plus grand défaut du Magen David Adom? Le Magen David Adom, c'est une organisation géante. Alors, dans la structure, il y a des choses qui prennent du temps.
Par exemple, un bénévole qui veut rentrer, être bénévole, ça peut prendre un peu du temps. Mais dès qu'il fait partie de la famille, il n'y a pas de limite. La plus grande force de Mada. La même chose, on est une très grande structure, on est partout en Israël et on peut réagir très très vite. Est-ce que Mada est prêt à tout type de scénario? Oui, et on continue à se préparer et chaque jour qui passe, on doit se préparer de plus en plus. Qu'est-ce que le grand public ne sait pas du Magen David Adom? Je crois que le grand public connaît les ambulances de soins intensifs, mais ne comprend pas tout ce que nécessite du point de vue d'organisation et du point de vue de budget. Et plus on fait connaître ça à la population, plus la population s'attache à nous. Ce dont tu es le plus fier au Mada? Des bénévoles. Je crois que les ressources humaines, c'est ce qui fait la différence. Et ce que tu regrettes le plus peut-être dans ta carrière? Il faut savoir regretter des choses. J'adore ce que je fais, alors je vois pas trop. Réponse qui vient du cœur. Un mot peut-être pour ta famille? Alors il faut dire que les trois grands chez moi sont bénévoles au Magen David Adom et les deux qui sont plus petits, ils attendent l'âge de 15 ans. Mais je crois que si je peux rester dans cette organisation pendant si longtemps, c'est grâce à ma femme et aux enfants. Ah ouais, j'imagine, c'est pas évident. On passe maintenant à la rubrique des questions confidences. Il y a de nombreux autres services de secours en Israël. On va pas tous les nommer, mais il y en a beaucoup. Quelle est la particularité du Magen David Adom par rapport aux autres? Alors on a nommé des services de secours parce que officiellement, c'est la police, le Magen David Adom, les pompiers et bien entendu l'armée et Pikoud HaOref. Chacun a son rôle. On sait très bien travailler ensemble. Tout au long de l'année, on fait des exercices communs. Et je crois qu'une force que le Magen David Adom a, que même dans le sauvetage de vie, il y a beaucoup d'associations. Et chaque association qui est là pour sauver des vies, c'est encore une vie qui est sauvée. Et nous, le Magen David Adom, on a la fierté de coordonner toutes ces associations-là. Ok. Et dernière question dans ce sens, on sait que le Magen David Adom, en tout cas comme ça, les gens pensent savoir que c'est un service qui est payant, peut-être différent d'un autre service de sauvetage en Israël qui se prétend peut-être gratuit. Comment ça se fait? Alors, bien entendu, quelqu'un qui demande des services des services médicaux va recevoir un premier intervenant, va recevoir une ou deux ambulances, ça peut être une standard et une soins intensive, et les services sont payants. Si le besoin, selon les caisses de maladie, c'est un besoin nécessaire, alors ça sera payé par les caisses de maladie. Sinon, ça sera payé par le patient qui a commandé l'ambulance. C'est le fonctionnement en Israël. L'État d'Israël subventionne pas l'organisation, alors c'est la façon de pouvoir garder ce service si efficace. Maintenant, moi, je propose à tout le monde d'appeler le 101, parce que le 101, c'est pas que une réponse, c'est toute la réponse. Le 101, c'est le premier intervenant, c'est le scooter, c'est le véhicule rapide, c'est l'ambulance de soins intensifs, l'hélicoptère, et bien entendu, tout est coordonné avec les hôpitaux, tout est coordonné avec les services de cardiologie. Et le Magen David Adom, c'est la réponse globale. Après, beaucoup de petites réponses peuvent être données, mais ce n'est pas un jeu. Il s'agit de sauvetage de vie. Mais de toute façon, quand on fait appel à un autre service de secours, est-ce que, alors même s'il se prétend comme étant gratuit, s'ils font appel à une ambulance... Tout le monde appelle, tous les services de secours sont contactés au Magen David Adom et dès qu'il y a besoin des ambulances, le Magen David Adom reçoit l'appel. On a le même logiciel avec le pompier, avec la police et
toutes les associations qui ont des services de secours vont appeler le Magen David Adom pour venir évacuer le patient. Donc d'une façon ou d'une autre, Ça on arrive arrive au Magen toujours David au Magen Adom. David Adom. Moi, je propose à tout le monde de faire ça directement, c'est beaucoup plus rapide parce que, il faut dire, le Magen David Adom ou le sauvetage de vie, chaque seconde compte. Je pense que ça a le mérite d'être clair. On va terminer cet épisode avec cette habitude qu'on a de regarder face caméra et de commencer la phrase par « Je vais vous faire une confidence » et de la terminer. Je vais vous faire une confidence que si je suis là déjà 32 ans, de mon point de vue, je continue jusqu'à la retraite. Et après la retraite, je vais continuer à être bénévole au Magen David Adom. Ilan, merci beaucoup. C'était un plaisir de t'avoir reçu aujourd'hui. On a appris énormément de choses sur le Magen David Adom. Une organisation incroyable, riche, à la pointe de la technologie, qui sauve des vies chaque seconde, qui a la valeur de chaque seconde et de chaque vie. Merci beaucoup de nous avoir fait partager cette expérience. Et j'espère qu'on ne se retrouvera que dans de bonnes situations. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup.